encourageante, en tenant compte bien sûr de ce que vous avez dit avant, de tous les défis qui doivent être pris en compte. Merci beaucoup. Merci. Alors, en termes d'amélioration, il serait difficile de parler de façon homogène à toutes les entreprises, bien entendu. Et il ne s'agit pas non plus pour moi de citer quelle société. Donc, il y a effectivement des progrès majeurs, dont la société, par exemple, que vous avez citée, qui commence désormais à arrêter ses comptes au 31 mars et les publier. Bon, je pense que c'est peut-être la seule entreprise, mais les autres devraient suivre l'exemple. Bon. Il y a aussi, maintenant, je note la régularité, au moins de la consultation des cabinets, depuis qu'il y a l'ordre des experts comptables désormais au Congo. De plus en plus, il y a recours au cabinet, donc c'est déjà très bien. Maintenant, il faut que les cabinets aussi donc, soient pris à leur juste mesure. Je veux dire, il ne s'agit pas de faire de la complaisance ou de discuter. Le cabinet vous met face à vos problèmes, à vos défis. Maintenant, il faut prendre à bras le corps les sujets qui ressortent de ces différentes missions pour progresser. Le changement, ce n'est pas facile, c'est toujours difficile, c'est toujours dans la douleur qu'on avance. On fait des bonnes choses. Donc, il y a ces aspects-là que je peux noter en progrès. Mais déjà, il faut noter aussi que beaucoup de sociétés, aujourd'hui, d'entreprises publiques, ont adopté le Cisco ADA pour la tenue des comptes et autres. Mais voilà, il faut progresser, il faut continuer. Il y a encore des efforts à faire, c'est sûr. Mais il y a la régularité aussi des tenues de conseil. Maintenant, ça aussi, il faut le noter. Donc, voilà. Mais il y a des grands chantiers. Il y a beaucoup plus de chantiers que des progrès. Il y a très peu qui sont dans la ligne des progrès par rapport aux défis que nous avons cités tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Donc, Madame la Directrice Générale du Portefeuille Public, il y a beaucoup de chantiers. Mais, bon, ce n'est pas une surprise pour vous. Mais je me tourne peut-être, Madame, pour vous demander de combien de temps dispose-t-on? Parce que je pense qu'on a été économe de temps, mais je sais qu'on a une cérémonie, un buffet de... Comment 10 minutes. Donc voilà, bon, on a le temps de prendre 2 questions très rapides, s'il vous plaît. Monsieur. Désolé. On va ne prendre que 2 questions, je suis désolé, parce que sinon ça va empiéter sur le buffet. Merci beaucoup. Si vous pouvez juste vous présenter, monsieur, s'il vous plaît. Je dis pour tout le monde. Merci beaucoup. Je suis Marcel Ondel. J'aimerais d'abord féliciter les panélistes par rapport à la pertinence de leur exposé et notamment essayer de m'appesantir sur l'expérience de la Côte d'Ivoire, qui est une expérience assez intéressante par rapport à tous les assainissements et toutes les améliorations qui ont prévalu pour arriver à des résultats assez bons. Alors, ma question, c'était de voir par rapport à tous les plans stratégiques, les plans quinquennaux de la Côte d'Ivoire sur le secteur. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, je ne connais pas le panorama des entreprises publiques en Côte d'Ivoire, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de votre stratégie, il n'y a pas une réelle stratégie de privatisation, par exemple, des entreprises, surtout les entreprises de secteur marchand, qui sont étatiques aujourd'hui, mais de secteur marchand. Est-ce que vous ne pensez pas que l'efficacité, la performance, la création de valeur, c'est beaucoup plus du domaine du privé que du public sur le long terme? Est-ce qu'il n'y a pas une réelle stratégie de dire sur les entreprises publiques marchandes qu'il y ait une tendance à aller beaucoup plus vers une privatisation pour les amener vers le secteur privé que de les garder Merci. dans le Je pense secteur qu'on a compris la question. Donc, merci voilà. beaucoup. Donc, je pense que vous êtes rentré dans le vif d'un sujet qui sera abordé. On peut peut-être écouter la deuxième question. Pendant ce temps, laisse le temps à Monsieur Bamba. Merci pour la question.
Il y a... Bon, alors, monsieur, je sais, de PwC, la deuxième question. Peut-être qu'on aura une troisième en fonction de la brièveté des réponses. Bonjour, je suis Moïse Kokolo, je suis le responsable des activités de PwC en République du Congo. Je remercie beaucoup les exposés que nos panélistes ont faits. J'ai une question plus précisément pour notre ami de la Côte d'Ivoire. La gouvernance est une question de mentalité, changement de mentalité. Quelle est la recette que vous avez utilisée pour susciter l'adhésion des acteurs à ces réformes? Pour nous qui, comme l'a dit Arsène, avons beaucoup de chantiers, le changement de mentalité, je pense que c'est un enjeu majeur. Alors, quelle a été votre recette? Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à la mise en place d'une espèce de cadre général de responsabilité avec des évaluations des acteurs et, le cas échéant, des sanctions pour les acteurs défaillants? Voilà, merci. D'accord. Monsieur Bamba, le Côte d'Ivoire a beaucoup de succès aujourd'hui. On vous écoute. Merci beaucoup. Pour répondre à la première question, je voudrais dire que la question de la privatisation, sinon le désengagement de l'État, est ancrée dans nos habitudes depuis les années 90. Lorsque son Excellence le Président de la République est arrivé en tant que Premier ministre, il a engagé un véritable plan de restructuration des entreprises publiques à travers des lettres de déclaration de politique de privatisation. Et en 2011, lorsqu'il est arrivé aux affaires, le portefeuille de l'État présentait un résultat net global de moins 37 milliards. Et nous avons entamé la première stratégie qui devrait permettre de redimensionner notre portefeuille avec à la clé le désengagement de l'État de 15 sociétés du secteur productif. On a vu la prise de contrôle d'une banque comme la CIB qui est devenue Attijari. Donc c'est dans cet élan que nous avons fait la privatisation. Vous avez vu que l'État s'est désengagé d'Orange Côte d'Ivoire, ce qui a permis de générer pour les finances publiques plus de environ 200 milliards de francs CFA. Il y a de cela juste un an. C'est pour dire que notre stratégie essaie d'allier toutes ces problématiques-là. Et nous avons mis en place ce que nous appelons un app de désengagement, ce tab à travers lequel nous faisons passer toutes les entreprises pour nous assurer de son additionnalité pour le portefeuille. Donc, soyez rassurés, toutes les stratégies essaient d'intégrer cette vision-là. Mais en même temps, l'État aussi peut avoir plusieurs rôles. L'État en tant que puissant public, garant de l'intérêt public. L'État actionnaire, c'est-à-dire qui cherche de la rentabilité. Et c'est ce qui a permis dans notre deuxième stratégie de faire une segmentation de notre portefeuille avec un mode de suivi différencié. Lorsqu'une entreprise évolue dans un secteur marchand, nous avons, dont l'objectif de l'État, c'est la rentabilité financière, nous avons un mécanisme spécifique de suivi. Et lorsque c'est une entreprise publique dont l'objectif est de pouvoir offrir des services publics de qualité au pouvoir, donc c'est l'efficacité budgétaire, c'est l'impact développemental dont nous avons une stratégie, un mécanisme de suivi approprié, ce qui nous permet donc de pouvoir différencier notre approche selon l'objectif ou la finalité attendue de la société. Donc, soyez rassurés, donc, nous essayons d'avoir plusieurs casquettes, et ce qui a permis, donc, dans le positionnement de la direction générale du portefeuille de l'État, que nous évoluons de plus en plus vers le statut éventuellement d'une agence de gestion des participations. Donc, c'est un processus graduel qui évolue avec les besoins, qui évolue avec les finalités, et nous avons, j'ai indiqué tout à l'heure, que nous avons hérité d'un portefeuille hérité des politiques du passé, et nous voulons maintenant choisir un portefeuille en fonction des politiques sectorielles, en fonction de nos objectifs de développement. C'est cette stratégie que nous menons. Monsieur Bamba, si vous pouvez faire très court sur la dernière question, qui est très pertinente. C'est très court. Les recettes pour avoir l'adhésion, il n'y a pas de recette, c'est d'abord une volonté politique. C'est aussi des règles qu'il faut mettre en place. Nous avons réformé notre cadre juridique. Nous avons mis en place un mécanisme de reporting, et c'est le bâton et la carotte, et nous avons mis en place un mécanisme d'excitation que nous avons appelé le prix d'excellence, qui est organisé chaque année, où nous remercions, enfin nous primons les meilleures entreprises. Donc c'est ce mécanisme. Vous avez vu à un moment donné qu'il y a eu beaucoup de sanctions, enfin pas de sanctions, des problèmes de gouvernance qui ont été relevés, parce que nous avons mis des outils qui permettent aujourd'hui
qu'aucune entreprise publique ne peut faire 3 ans sans être auditée en termes d'audit contractuel. Sinon, l'audit légal, c'est obligatoire. Notre problématique aujourd'hui, ce n'est pas que les entreprises ne produisent pas des comptes, c'est de nous assurer que les entreprises produisent leurs comptes à temps. Nous avons aujourd'hui 70% des entreprises qui tiennent leur assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année N+1 sur le compte de l'année N-1. Et nous, le prochain défi pour nous, c'est de faire des revues limitées au niveau des entreprises chaque 6 mois avant d'arriver aux revues limitées chaque 3 ans, comme les entreprises cotées. C'est ça notre prochain défi. Merci, allez-y. Si je peux juste compléter, parce que EY a accompagné le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la mise en place de cette stratégie. Le changement de mentalité part de plus haut. Je veux dire... Voilà. Donc, ce qui a été fait aussi, c'est au niveau du recrutement. La plupart des directeurs généraux des entreprises publiques en Côte d'Ivoire ont été recrutés sous terme de référence. Et là, vous avez un problème de résultat. Feuille de route, vous avez un problème de résultat. La mise en place des audits semestriels et indépendants, au-delà de votre audit contractuel, systématiquement, ça vous change un homme. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais inviter Arturo à peut-être aussi compléter sur la question importante, qui n'est pas une question tabou, que monsieur a posée. Thank you, Henry. And let me first start by recognizing the thinking of countries, but also of international financial institutions about state-owned enterprising and privatization has been evolving drastically over the last few decades. 30 years ago, a little bit about 30 years ago, the Washington consensus was prevalent, and basically the idea was that the government has to focus on very specific activities and then try to privatize. I think this idea, as a general rule, has been abandoned for a long time, including by us, and we try to focus. We first recognize that there's an issue that is idiosyncratic. Countries may have different preferences depending on their social contract. Your own country, to touch an advanced economy, likes to have a large presence of the state. Also, a counterpart of that is to have larger taxes and larger services. An advanced country like the US tries to have a minimum presence of the state. Recognizing that, part of the focus of what we now do is to try to make sure that we could help not to privatize state-owned enterprises, but to make them work better. And if I may finalize with an example of how these things have been evolving in a paradoxical way, let me give you this illustrative example from my own country. In the late 80s and early 90s, a bunch of roads were privatized. And the private sector started increasing their investment projects with high leverage. Then the 1995 crisis hit, and all of them were bankrupt. And they were actually bailed out by the government. So the same roads that were originally owned by the state were privatized, and then they were bailed out by the government and came back to the government, which now still owns them and manage it from a shareholder perspective, trying to at the same time provide a service and maximize revenues for the state. Thank you very much. Merci beaucoup. En 2 minutes, parce que je sais qu'on est pris par le temps, je voudrais d'abord féliciter, non plus simplement pour la Cannes, mais le monsieur Bamba pour vraiment les progrès. Et puis, on peut dire que vous avez déjà tiré les dividendes de la bonne gouvernance, puisqu'ils ont triplé entre 2021 et 2022. Et 52 milliards de francs CFA, c'est quand même un montant qui n'est pas dérisoire. Et vous avez, je sais qu'il y a maintenant, il y a des nouveaux chantiers importants. Vous avez parlé de la structuration en agence, vous avez parlé du programme de certification des dirigeants sociaux. Donc, écoutez, on espère que tout ça sera couronné de succès et on voudra en savoir plus, parce que, bien sûr, c'est des choses qui sont très pertinentes. Arturo, merci de nous avoir donné un petit peu un panorama, je dirais, un peu stratégique sur les enjeux, et d'avoir rappelé qu'il n'y a plus de tabou de nos jours, on n'est plus dans le consensus de Washington un petit peu rigide,
que des entreprises publiques à 95%, comme le groupe OCP, peuvent vraiment être des entreprises performantes. Monsieur Jameli, ce n'est pas pour faire la pub du groupe OCP, mais je pense que c'est un exemple parlant. Près de là d'où vient Arturo, à Panama, l'autorité du canal de Panama est reconnue comme étant, c'est une entreprise publique qui travaille de façon complètement, alors qui a bien sûr opère un monopole naturel. Donc merci beaucoup et d'avoir rappelé aussi l'importance de la question de la structuration de la fonction d'État actionnaire, question vraiment centrale. Et là, on écoutera demain le témoignage du Maroc où il y a eu des innovations très intéressantes. Et merci d'avoir déjà planté le décor ou planté la graine que nous allons faire fertiliser demain et après-demain. Et alors, pour terminer, Monsieur aussi, merci de nous avoir rappelé que cette question de la gouvernance suppose des questions très concrètes, la rigueur, le temps. Produire des états financiers avec 6 mois de retard, c'est un gros problème, surtout pour l'État actionnaire. Ça dénote aussi peut-être toute une culture de gestion qui n'est pas aussi rigoureuse que ça nécessaire. Et puis la question des personnes, des équipes, la formation, le renforcement de capacité, les outils, la numérisation. On sait que c'est des défis pour beaucoup d'entreprises. Donc on espère que beaucoup d'entreprises congolaises en particulier suivront l'exemple de la SNPC qui maintenant arrête ses comptes le 31 mars. Alors ce n'est pas encore consolidé, ça c'est un chantier pour le futur, mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier et inviter tous les participants à vous applaudir pour vous marquer notre reconnaissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux panélistes, merci beaucoup aux modérateurs. Place à notre 3e session. J'invite ici le modérateur de la 3e session, M. Wilfried Ngoma Mboukou. Pour cette 3e session, les panélistes sont M. Sébastien Brice-Poiti, secrétaire général de la Société nationale des pétroles du Congo. M. Papa Tobigaï, secrétaire général de la Sénélec, et M. Yves Castanou, directeur général de Congo Télécom. J'invite ici les 3 panélistes. On les accueille, on les encourage, s'il vous plaît. Merci. Merci, Madame la modératrice. Excellence, Madame, Monsieur le ministre, chers participants, le temps est court, donc je vais essayer d'être le plus bref possible. Notre session porte sur les progrès récents et les défis des entreprises publiques. Donc je vais proposer aux panélistes deux séries de questions. La première portant sur les défis, non pas la première portant sur les progrès récents, et la deuxième sera sur les défis. Donc nous avons Monsieur Papa Tobigaï, secrétaire général de la société Sénélec. Soyez les bienvenus. Nous avons Monsieur Brice-Sébastien Poiti, secrétaire général de la Société nationale des pétroles du Congo. Soyez les bienvenus. Et nous avons M. Yves Castanou, directeur général de Congo Télécom. Soyez les bienvenus, monsieur. Alors, la première question ira à M. Papa Tobigaï. Récemment, le directeur général de la Sénélec a déclaré à Thiès que la Sénélec était devenue la première entreprise du Sénégal. Est-ce que vous pourriez nous partager comment cela s'est produit, comment vous avez procédé et quelles sont les
progrès que vous avez réalisés pour y arriver. Merci. Donc je disais merci beaucoup, merci de l'invitation qui nous a été faite pour venir peut-être partager avec vous l'expérience de la Société publique de l'électricité Sénélec. Donc Excellence Monsieur le ministre. Donc comme vous l'avez dit en fait, aujourd'hui effectivement Sénélec est la première entreprise en termes de chiffre d'affaires au niveau du Sénégal. Comment nous y sommes arrivés? Je pense que quelqu'un l'a dit, il faut partir peut-être de ce qui a été le déclic. Donc, pour tous ceux qui ont suivi la scène au niveau du Sénégal, en 2011, nous étions confrontés à ce qu'on a appelé les émeutes de l'électricité. Donc, qui ont pour beaucoup même joué sur les résultats des élections de 2012. Ce qui se passait, c'était que Sénélec est une entreprise détenue par l'État, donc dont le capital est à 100% détenu par l'État. Et je pense que quelqu'un l'a dit dans les présentations, avec donc le soutien de l'État, parfois on ne sent pas aujourd'hui les difficultés qui sont à l'intérieur de la Sénélec. Malheureusement avec ces émeutes, parce que tout le management stratégique était journalièrement occupé à voir comment amener du combustible. Nous étions plus sur une vision stratégique, mais sur une vision opérationnelle. Chaque jour, les dirigeants, c'était plus comment faire pour amener du combustible pour assurer la production. Et pour la production, elle n'était pas suffisante. Il fallait mettre en place un planning de délestage, donc tournant, parce qu'on ne parvenait pas à satisfaire la demande. Donc c'est ce déclic-là qui a amené le gouvernement à se dire qu'il faut une vision stratégique. Et cette vision stratégique a abouti à un plan qu'on a appelé le plan de restructuration du secteur de l'électricité. Ce qu'il faut dire dans ce plan-là, et ça peut-être c'est une recommandation, c'est que effectivement il faut que le diagnostic parte des éléments de l'intérieur, parce que ce sont les ingénieurs de Sénélec qui se sont assis, qui savent les problèmes auxquels ils sont confrontés, qui ont bâti ce plan-là, bien qu'après, il fallait, pour que ce plan soit financé, qu'on puisse y mettre le cachet d'un cabinet international. Mais vraiment, disons, ce qu'il faut retenir, c'est que ce plan a été bâti par les ingénieurs de Sénélec. Donc, à travers cette vision stratégique qui a été mise en place, il y a après eu une vision, un plan de développement stratégique qui découle de ce plan stratégique global que l'État a mis en place. Sénélec a mis en place aussi son plan de développement stratégique. Donc tous les 5 ans, le plan de développement stratégique est mis en place pour nous permettre de voir que tous les ans, qu'on est dans la vision qui a été tracée. Donc ça, c'est vraiment la vision globale qui a permis. Maintenant, au niveau interne, effectivement, en dehors de ce plan stratégique, il y a eu beaucoup de normes qui ont été mises en place. Il y a eu la gouvernance au niveau du conseil d'administration, comme on l'a dit, avec la mise en place d'un comité. Parce que les représentants du conseil d'administration, c'était habituellement les ministères de tutelle, à savoir le ministère de l'énergie et le ministère des finances et du budget. Mais on a pu mettre déjà des administrateurs indépendants au niveau du conseil d'administrateur en faisant appel à des privés qui ont été choisis sur la base donc d'un cahier de termes de référence et sur la base d'un véhicule. Donc ceci a permis aussi d'avoir une vision du privé sur l'entreprise publique. Il y a eu le comité d'audit qui est mis en place et un comité d'investissement. Donc nous avons au niveau de notre conseil d'administration 2 comités aussi qui permettent de voir aussi qu'on est toujours en phase sur cette vision stratégique. Donc au-delà de là aussi, c'est la normalisation de tous les équipements. Donc il y a eu des normes et des procédures qui ont été mises en place. La normalisation donc, de tout ce qui est équipement de réseau aujourd'hui est mise en place. On a édicté des normes d'exploitation de tout le réseau, des guides de maintenance qui permettent en tout cas pour faire des appels d'offres qui sont adossés à ces appels d'offres-là. Des guides donc, de maintenance du réseau, d'exploitation de notre réseau. Donc au-delà maintenant de cette normalisation aussi, nous nous soumettons volontairement à tout ce qui nous permet en tout cas d'avoir une meilleure qualité. Sénélec est aujourd'hui dans le périmètre du commercial. On est certifié ISO 9001. On s'est souscrit volontairement à une notation financière. Et au-delà de là aussi, donc c'est de mettre en place, de nous soumettre. On a un contrat de gestion de performance, un contrat de performance qui nous lie avec l'État, qui est
aussi audité par un cabinet externe. Et à l'intérieur, en tout cas, de la société aussi, ce contrat de performance est traduit en contrat de gestion entre la direction générale et toutes les directions support. Je pense que c'est cet ensemble de mécanismes aujourd'hui qui nous ont valu ces progrès-là. Merci. Merci, M. Gay. La deuxième question sera à l'endroit de M. Sébastien Brice-Poitiers, de la Société nationale des pétroles du Congo. C'est vrai que ceux qui nous ont précédés à cette tribune ont déjà relevé le fait que la SNPC est l'unique entreprise publique qui publie ses comptes dont les comptes sont disponibles sur le net. Mais on a aussi relevé récemment que la SNPC a repris à verser des dividendes. Donc nous voudrions bien savoir quels sont les autres progrès que la SNPC a réalisés récemment. M. Poitiers. Merci beaucoup, Wilfried. Je représente à cette tribune M. Mexan Raoul Ominga, directeur général de la SNPC, qui est absent du pays. Pour ce qui concerne donc, les progrès réalisés au niveau de la SNPC ces dernières années, je pourrais de façon succincte les présenter en 3 volets. Donc, je parlerai de la gouvernance, de la maîtrise de l'activité pétrolière et puis de la diversification des activités de la société. Pour ce qui concerne la gouvernance, nous pouvons noter quelques progrès à l'actif qu'on peut inscrire à l'actif de la direction générale actuelle de la SNPC. Nous parlerons notamment de la mise en place d'un réel manuel des procédures et d'un master plan formation. Nous parlerons de la mise en place du logiciel de gestion intégrée SAP qui nous permet depuis quelques années d'avoir des états financiers intermédiaires, d'arrêter les comptes, d'approuver les comptes dans les délais légaux. Vous savez que notre entreprise est soumise aux contraintes de l'OADA. Nous pouvons parler également de la mise en place des unités de gestion pour un meilleur suivi des actifs pétroliers non opérés. Alors, les actifs pétroliers non opérés représentent plus de 90% des revenus de la SNPC. Donc, la direction générale a mis en place des unités de gestion qui permettent un meilleur suivi de ces actifs-là. S'il vous plaît, monsieur le SG, excusez-moi de vous interrompre, c'est pour l'intérêt de tous. Il y a des participants qui ne vous entendent pas. Je vous en prie, avec tout le respect que je vous dois, de pouvoir rehausser un tout petit peu. Je vais changer de micro, pardon. D'accord, merci beaucoup. Oui, Merci. donc je parlais. Donc, nous avons mis en place un réel dispositif de contrôle de gestion et d'audit interne. Voilà ce que je peux dire de façon succincte sur la gouvernance. Sur la maîtrise de l'activité pétrolière en tant que telle, j'ai dit tout à l'heure que 90% des revenus revenaient des actifs non opérés, mais pendant plus d'une dizaine d'années, nous avons opéré le permis Mengo Kundi Bindi, que nous avons décidé stratégiquement de céder à un partenaire, parce que nous allons reprendre nous allons nous mettre à opérer d'autres permis. Donc nous avons 2 permis d'exploration, dont nous sommes devenus opérateurs, et nous avons 3 permis d'exploitation. Pour ce qui concerne la diversification de l'activité, nous avons également opté pour de faire face aux sujets actuels, notamment la transition énergétique. Je parlerai du projet GENEL avec le partenaire Eni. Nous-mêmes, depuis plus de 2 ans, nous réalisons plusieurs activités. Nous réalisons des activités
de prospection dans la cuvette congolaise. Donc, nous recherchons l'hydrogène et l'hélium. Les résultats de la prospection sont promoteurs. Au cours de cette année, nous allons nous engager. Nous organisons pour réaliser des forages pour confirmer ces résultats-là. Il y a également des actions dans la préservation du climat, la préservation de l'environnement, à travers le projet EcoZamba, dans le cadre duquel nous allons réaliser une plantation de 50 000 hectares d'arbres dans le plateau Batéké. Et enfin, nous sommes leaders également dans les actions RSE dans le pays. Nous accompagnons l'État dans les domaines de l'enseignement, dans les domaines de la santé, dans le domaine du sport. C'est dans ce cadre-là que nous participons à la construction des écoles, à la construction des centres de santé. Voilà ce que je pouvais dire comme progrès réalisé par la SNPC ces dernières années. Merci, M. Poitiers. M. Yves Castanou, Congo Télécom a 21 ans aujourd'hui, à quelques jours près, est né de l'ancien Office national des postes et télécommunications. Oui, excusez-moi. Je disais que Congo Télécom a 21 ans dans quelques jours et issu de la dissolution de l'ancien Office national des postes et télécommunications. Mais ces dernières années, nous avons vu les choses s'accélérer. Nous avons vu certaines transformations, notamment le siège, l'identité visuelle, le service speed, une communication active. Est-ce que tous ces développements s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie, d'un plan? Quels sont les autres progrès que vous avez réalisés récemment? Merci, je vous remercie. Je remercie aussi le ministère et les partenaires au développement pour une telle initiative. Vous savez, il y a des questions qui sont difficiles. C'est comme si vous me demandiez de vous décrire comment constitue le corps humain. Vous savez, j'écoute depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de changement de mentalité. J'ai écouté M. Osibi. Je me sens en difficulté parce qu'il y a tellement à dire. Congo Télécom n'a pas 21 ans, Congo Télécom cette année aura 60 ans. 60 ans si on considère le passé de l'Office national des postes et télécommunications. Alors pour répondre à cette question, je suis d'accord avec toutes les remarques qui ont été formulées. J'admire l'exemple de la Côte d'Ivoire et je suis convaincu que le Congo va y arriver. Je suis convaincu. C'est pour ça qu'on a ce genre d'initiative. C'est difficile il y a deux manières de diriger. Soit on dirige une entreprise qu'on commence, qu'on démarre, soit on dirige une entreprise qui a un passé. Et si le passé de l'entreprise est un bon passé, alors ça va. Et si le passé de l'entreprise est du genre entreprise dans un état de coma très profond, alors c'est très difficile. Moi, c'est un peu mon état. C'est un peu ce que j'ai trouvé avec une entreprise avec du potentiel. Mais une entreprise qui, comme beaucoup d'entreprises au Congo, était très, très, très malade. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le temps, depuis 2020, de faire un état des lieux, un SWOT. Nos forces, nos faiblesses, nous ont mené à réfléchir pendant plusieurs jours. Et là, on a défini ce que nous faisons aujourd'hui. Une vision. Parce que rien ne se fait sans vision. Et ce sont les hommes qui font les visions. Les visions ne viennent pas d'elles-mêmes. Et notre vision pour Congo Télécom, on s'est dit, écoutez, on est en 2020, d'ici 10 ans, ce qu'on voudrait, c'est un rêve, c'est une vision. C'est être présent partout, dans chaque entreprise, dans chaque maison, pour offrir des services de qualité à des prix abordables. Ça, c'est la vision de Congo Télécom. Offrir des services dans le domaine du numérique. Je dis bien, pas télécom, numérique. C'est-à-dire, en 2020, on voyait très grand. C'est d'ailleurs pour ça que le nouveau slogan, c'est le numérique, c'est nous. La porte d'entrée, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est vraiment une vision. Donc, quand je me lève le matin, quand je me couche le soir, je rêve que chacun d'entre vous, de passage ou habitant au Congo, aura forcément un des services de Congo Télécom. Et ça va se faire. Ça prendra un peu de temps, ça va se faire. Donc on a mis en place une vision d'ici 2030. Et puis cette vision nous a conduit à définir nos objectifs. Objectif 2030, être la première entreprise dans le secteur
du numérique aujourd'hui, sachant qu'il y a MTN, RTL, GVA, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc on a dit 10 ans. Et objectif numéro 1, c'est vraiment ça, être la première entreprise. C'est d'ailleurs, en guillemets, ce que l'État souhaite, que l'entreprise nationale soit le leader et que les autres soient derrière. Donc d'ici 2020, si Dieu nous fait grâce, l'objectif pour Congo Télécom, c'est ce qu'on a fixé en 2020, c'est d'être la première entreprise, pas la deuxième, pas la troisième, mais la première. Peut-être qu'en 2030, on sera la deuxième, mais le but, c'est d'être la première entreprise parce que c'est ce qui est normal pour une entreprise du portefeuille de l'État. C'est normal. Donc cet objectif ayant été défini, la vision ayant été tracée, les valeurs ayant été définies, les missions ayant été définies aussi. Vous avez parlé de la mentalité. Hein. C'est très, très difficile de changer la mentalité du personnel travaillant dans une entreprise publique. C'est très difficile. Ça prend du temps. C'est un gros chantier, nous sommes engagés. Et après avoir défini cette vision, ces objectifs, ces valeurs, ce plan d'action, nous nous sommes engagés dans la mise en place d'un plan de transformation qu'on appelle Plan Transform, Congo Télécom Transform 2030. Et dans le plan Transform, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes appuyés sur 8 piliers. Premier pilier, l'image de marque. L'image de marque de Congo Télécom il y a 20 ans était horrible. J'étais régulateur pendant 10 ans, je ne voulais même pas entendre parler de Congo Télécom. Donc il fallait changer l'image de marque. Ce n'est pas juste changer un logo, non, c'est changer le logo, créer une marque. C'est ce qui a été mis en place depuis 2020. Dans le deuxième pilier, c'est l'infrastructure. Il y a deux types d'infrastructures. Les infrastructures techniques, c'est vrai, bien sûr. Donc, un opérateur du numérique, un opérateur de télécom qui n'a pas d'infrastructure n'existe pas. Un opérateur de télécommunications qui n'a pas un réseau étendu n'existe pas. Il n'a aucune valeur, il n'a aucune raison d'exister sur le marché. Ce qui fait la valeur ajoutée d'un opérateur, c'est d'abord l'infrastructure. L'infrastructure, il y a deux types d'infrastructures. Techniques, celle qui permet les communications électroniques, mais aussi informatiques. Donc mettre en place un vrai système d'information solide, redondant, ça n'existait pas. Donc tout ce que je suis en train de dire, ça fait 4 ans que nous sommes engagés dans ce vaste chantier de mise en place d'un vrai système d'information efficace, compétent, redondant, système appuyé sur le cloud, etc. Quand je suis arrivé en 2020, les ordinateurs pour communiquer entre eux, ça n'existait pas. Donc vraiment, c'est un très, très, très grand projet. Et ça, c'est le niveau d'infrastructure. Ensuite, construire une infrastructure de Pointe-Noire à Brazzaville, de Brazzaville au nord, construire un backbone aérien, un backbone terrestre. Backbone, c'est un réseau de transport qui permet, pardonnez-moi, qui permet aux communications d'aller de ville en ville, du nord au sud, du sud au nord. Et construire ensuite, toujours dans notre infrastructure technique, être présent à nos frontières, parce qu'un opérateur de télécommunications qui n'est pas présent aux frontières n'a aucune raison d'être. Nous avons plusieurs frontières, la RDC, l'Angola, le Gabon, le Cameroun, la RCA. Le but de Congo Télécom, depuis ça, c'était depuis 2020. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que Congo Télécom fait aujourd'hui, c'est juste poursuivre le projet, le programme, le déroulement, petit à petit. Les infrastructures. Nous nous sommes attelés aux infrastructures. Et le troisième pilier, c'est évidemment les ressources humaines. Avoir des ressources humaines compétentes. Comment faire pour réformer le mindset, la mentalité des agents d'aujourd'hui? Comment faire pour que tout le monde comprenne que nous devons travailler pour un seul but, c'est le client? Et vous savez très bien que dans les entreprises publiques, les clients, c'est une histoire complexe, le client. Donc, on menait à faire en sorte que le client ne soit pas le roi, mais le client soit le centre de tout ce qu'on fait. A Customer-Centric Company, c'était ça, et c'est ça. Notre quatrième pilier, mais pour ça, il faut des ressources humaines. Il faut réformer ceux qui sont là, et ceux qui viennent doivent venir pour adhérer à la même vision. Customer-Centric Company, évidemment, former les ressources, ça va de soi. C'est tout ce que vous avez dit, c'est tellement vrai. Mais aussi avoir une entreprise qui est orientée client. C'est très difficile parce que les gens ne sont pas habitués à avoir le sens du client. Les gens ont plutôt l'intérêt pour eux-mêmes. Donc, c'est un grand combat sur lequel on est engagé. Et il faut former, et il faut former, et il faut sanctionner, il faut corriger. Tout à l'heure, vous avez parlé de la sanction. J'ai été très content. Parce que quand quelqu'un ne performe pas, quand quelqu'un n'est pas compétent, il faut le sanctionner. Et ça, c'est un des piliers, donc les ressources humaines. L'autre pilier que Congo Télécom a mis en place, c'est les offres. Vous avez constaté vous-même, pour ceux qui habitent au Congo, que les offres qui ont été mises en place par Congo Télécom sont vraiment des offres abordables. Notre but aujourd'hui, c'est de rendre les télécoms, l'Internet accessible à tout le monde. Qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit de l'est, de l'ouest, je ne le considère pas. En tout cas, Congo Télécom ne considère pas que c'est un luxe l'Internet, c'est un luxe les communications, c'est un luxe d'aller sur les réseaux sociaux. Donc l'objectif, c'est vraiment de vulgariser le numérique, faire en sorte qu'au nord du Congo, même si on n'a pas d'argent, mais au moins on peut avoir accès à l'éducation, on peut avoir accès à la santé, on peut avoir la formation. Et ça, c'est les offres. Donc c'est ce qui a été mis en place depuis 2020 et c'est ce qui se poursuit progressivement. Un autre pilier stratégique pour nous, c'est les partenariats.
Nous en parlé tout à l'heure, on parlait de privatisation ou pas, etc. Nous considérons qu'aujourd'hui, les télécoms coûtent très, très, très cher. C'est comme l'énergie, ça coûte très cher. Il faut arrêter l'époque où on veut tout faire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tout faire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand on est bon, on le fait. Maintenant, ce qu'on sait qu'on ne peut pas faire, alors on trouve des partenariats pour le faire. Ça, c'est notre stratégie aujourd'hui. Donc, Congo Télécom, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous aspirons à nous ouvrir à des investisseurs privés, des investisseurs industriels, des investisseurs financiers, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est impossible. Or, si on veut s'ouvrir à des investisseurs, soit industriels, soit financiers, il faut être transparent. Il faut bien gérer. Il faut apprendre à gérer, il faut apprendre à être transparent, il faut apprendre à être propre dans ses états financiers. Vous en avez parlé. Nous sommes en train de travailler dessus. EY nous accompagne, KPMG nous accompagne et nous sommes reconnaissants pour cet accompagnement. Et on n'a pas le choix parce qu'on doit y arriver. Et le dernier pilier sur lequel nous sommes en train de travailler pour terminer, j'ai parlé du réseau, j'ai parlé des infrastructures, donc le réseau, j'ai parlé des offres, j'ai parlé des partenariats, j'ai parlé des ressources humaines, j'ai parlé de l'expérience client, j'ai parlé des offres. Le dernier point, c'est la gestion des coûts. Une entreprise qui aspire à être performante doit apprendre à gérer ses coûts. Nous avons mis en place une stratégie qu'on appelle la guerre au gaspillage. C'est une stratégie qui a du mal à être appliquée, mais qui est en train d'être appliquée de manière progressive, parce qu'on ne peut pas être performant si on ne gère pas ses OPEX. Donc, en quelques mots, voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les fruits ne sont pas encore visibles. Juste pour terminer, nous sommes en 2024, et le Congo en 2024, le gouvernement de la République a enfin, depuis l'année dernière, entériné le projet de couverture nationale, c'est-à-dire les financements ont été validés. Donc cette année 2024, je vous le dis, mesdames et messieurs, nous avons une très grande responsabilité parce que nous devons mettre pratiquement 1 an ce que les autres opérateurs ont mis en 10 ans. Nous avons le challenge difficile de faire en 1 an ce que d'autres ont fait en 10 ans. Cette année, Congo Télécom va devoir déployer la fibre dans tout le pays. On a retiré le réseau cuivre, déployer le réseau fibre du nord au sud. On a déjà commencé l'année dernière avec Pointe-Noire et Brazzaville. 15% du territoire a été couvert. Nous sommes allés à Dolisie, des villes de l'intérieur du pays, à Madingo, à Nkayi, à Wesso, pour apporter l'Internet. Ça a été une révolution. On doit continuer cette révolution. Mais cette année aussi, nous devons donc déployer, et cette année aussi, nous devons lancer le premier réseau de téléphonie mobile de Congo Télécom, dont vous serez tous, je le sais, d'une manière ou d'une autre, quelque part abonnés. Vous allez être abonnés, c'est inévitable. Surtout le gouvernement, monsieur le ministre, nous n'aurons pas le choix. Donc, c'est un challenge pour nous. Cette année, nous devons donc lancer le premier réseau de téléphonie mobile, 4G. Nous allons donc rentrer dans le même marché que MTN, RTL et Congo Télécom. On ne peut pas être opérateur de télécom si on se limite seulement à l'Internet. Donc, nous devons aller dans le mobile, nous allons y aller. Et en allant dans le mobile, nous allons aussi créer des services mobile money, parce qu'on n'a pas le choix, des services de cybersécurité, parce que ça va de soi, quand vous vous ouvrez au monde, vous devez vous protéger. Donc, il y a plein de chantiers. J'annonce comme ça, mais dans les prochains mois, vous allez nous entendre faire beaucoup de bruit. Cette année 2024, c'est l'année de 60 ans de Congo Télécom. C'est l'année des projets de Congo Télécom. Juste pour terminer, notre challenge en vérité à Congo Télécom, c'est de faire en sorte qu'une entreprise publique, historique, ancienne, fonctionne comme une entreprise privée. C'est cela le challenge. Et c'est cela qu'on va faire parce qu'on n'a pas le choix. Les autres, c'est les privés, ils ont la culture, le mindset du privé. Et nous devons transformer. Et nous sommes en train de réussir le pari de la transformation des mentalités, des manières de faire, des procédures de travail pour que cette entreprise devienne une entreprise publique, c'est vrai, mais avec une culture fortement privée. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. C'est une question difficilement à poser. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général. Mais comme vous avez embrayé sur la deuxième partie, donc je vous propose de garder le micro et de nous partager ce que vous avez déjà commencé, ou de nous partager ce que vous avez déjà commencé à nous partager, les défis auxquels vous devez faire face pour être plus performant et pour plus contribuer au développement du pays. Merci. Vraiment en très peu de mots, parce que le temps passe. Le plus gros défi aujourd'hui, ce n'est pas tant la vision, ce n'est pas tant la mission, ce n'est pas tellement le plan d'action stratégique. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Mais pour avoir l'argent, nous sommes conscients qu'il faut être propre. Donc nous avons eu plusieurs défis. C'était comment assainir les finances, parce qu'à l'époque, c'était un peu, c'est un peu bizarre à dire, mais la maîtrise du portefeuille public était inexistante. Donc on ne savait pas qui était client, qui faisait quoi, qui prenait quoi. Donc ça a pris beaucoup de temps pour arriver à savoir qui est le client, est-ce qu'il a un contrat, est-ce qu'il paye, où est-ce qu'il paye, parce que des fois il y a des clients qui payaient mais qui ne payaient pas, qui payaient pas dans les caisses de l'entreprise, mais qui payaient à des agents. Et ça, c'est l'histoire des entreprises publiques. Non, mais ne rigolez pas, c'est la réalité des entreprises publiques. Donc, il fallait faire en sorte que le cas qui paye, si quelqu'un lambda paye, il faut que l'argent qui paye soit mis en place dans les caisses de l'entreprise. Il faut que l'entreprise comptabilise. Maintenant, après, pour sortir, c'est une autre guerre. Donc, aujourd'hui, sincèrement, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous savons ce que nous voulons, nous sommes en train de faire ce que nous voulons. Notre plus gros challenge, c'est lever des fonds. Lever des fonds. Et comme nous ne sommes pas pessimistes, nous croyons en l'impossible. Vraiment, je vous le dis, nous croyons en l'impossible. Déjà, si nous ne croyons pas en l'impossible, nous ne serions même pas là aujourd'hui, 4 ans plus tard. Les 4 premières années ont été des années où il fallait absolument survivre. Il fallait faire ce qu'on pouvait faire avec rien. Entre parenthèses, l'État, le gouvernement nous a accompagnés. Vraiment, je remercie encore le ministre du Portefeuille public, le ministre des Finances, il nous a accompagnés. Mais aujourd'hui, la nécessité, opérateur de télécommunications, opérateur du numérique, ça coûte très cher. Les autres sociétés privées, quand ils ont besoin de lever des fonds, ils font appel au siège, ils expliquent pourquoi. Nous, quand on fait appel au siège, on nous dit que l'État n'a pas d'argent. Alors, comme on n'est pas pessimiste, on dit, OK, très bien, nous devons nous réinventer, trouver les moyens de malgré tout lever des fonds. Et il y a plein de gens qui sont prêts à accompagner Congo Télécom avec le soutien de l'État. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, en vérité, si je vous dis que j'ai des difficultés, non, je n'ai pas de difficultés, j'ai des challenges. C'est un peu la même chose, hein. C'est juste que dans mon esprit, ce n'est pas des problèmes. Voilà, ce sont les challenges qu'on a. How to raise money, where to get money, how to do, qui va nous aider, qui va nous soutenir. Si parmi vous dans la salle, il y a des potentiels, si vous voulez, miser gros, Congo Télécom est une bonne source de revenus. Ah oui, oui, oui. Si Sonatel, j'ai beaucoup étudié, j'ai été régulateur pendant 10 ans, j'ai géré les opérateurs pendant 10 ans. Je connais le secteur des télécoms, je connais le secteur du numérique pendant 10 ans. J'ai vu les exemples de Côte d'Ivoire Télécom, dont le DGPP a parlé, j'ai vu les exemples de Sonatel, Orange, et mon rêve, je disais, ah vraiment, ils ont commencé avant nous, très bien, mais on va les rattraper. Donc s'ils sont dans la salle, vous avez commencé avant nous, nous on souffre aujourd'hui, c'est vrai, mais on va vous rattraper. Donc entendez, nous sommes en 2024, on vous rattrapera. On a les challenges, c'est les finances. Si on a les finances, on va faire exploser la baraque, et on va les avoir, voilà. Je suis pessimiste, hein? Et non, je suis plutôt optimiste. L'homme qui parle est un homme de foi. Tout le monde le sait. Je crois fermement, je crois au miracle, je crois en l'impossible. Ne me dites jamais que quelque chose n'est pas faisable. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que quelque chose soit impossible. Je crois que tout est possible, mais il faut le temps, pour la patience, il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup de diligence, il faut beaucoup de travail. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Monsieur le Secrétaire Général de la Sénélec, sur toujours cet aspect de défi, nous savons que la Sénélec fait face à une difficulté particulière qui est le coût du fioul. Cela impacte beaucoup sa stratégie et ses actions. Mais en dehors de cet aspect fuel, quels sont les autres défis auxquels la Sénélec doit faire face pour rester performant, ramener de l'électricité jusqu'au dernier citoyen sénégalais et contribuer au développement du pays? Merci beaucoup. Je voudrais, si vous le permettez, peut-être revenir un peu sur la première question. Effectivement, avant d'embrayer sur cette question-là, c'était le problème des ressources humaines, effectivement, aussi qui est un axe de progrès. Nous, ce que nous avons fait, c'est signer des conventions de partenariat avec les écoles d'ingénieurs. Nous avons 2 grandes écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique de Thiès et l'école supérieure. Et à travers ces conventions, nous accueillons des étudiants durant leur stage et puis nous leur permettons après de sélectionner les meilleurs. Ça, c'était vraiment le volet ressources humaines que je n'avais pas abordé dans la première partie. Maintenant, comme vous l'avez dit, pour les défis,
je vais les classer en nombre de 6. Donc le premier, vous l'avez dit, c'est la maîtrise des coûts du combustible. Aujourd'hui, bien que la production soit satisfaisante, nous sommes à 70% avec du fuel thermique et pour 30% avec du renouvelable. Donc, pour résoudre ce défi-là, ce que nous avons un programme que nous appelons Gaz to Power. Donc, c'est vraiment avec les découvertes que nous avons, les découvertes de pétrole et de gaz, mais surtout de gaz, c'est de maîtriser le coût du combustible. Parce que quand nous l'importons, nous subissons la variation. Donc, c'est des facteurs exogènes que nous ne maîtrisons pas et qui font qu'aujourd'hui, nous comptons parmi les pays dont le coût de l'électricité est le plus cher. Donc, c'est une maîtrise de ce coût de combustible-là que nous travaillons avec le programme Gaz to Power, en transformant donc les centrales qui fonctionnent au fioul ou qui fonctionnent au gaz. Donc, toujours dans ce schéma de maîtrise du coût du combustible aussi, c'est augmenter la part de production renouvelable que nous voulons porter à 40%. Donc ça va nous permettre aujourd'hui de maîtriser ces coûts du combustible. Ça, c'est donc sur l'aspect coût du combustible. La deuxième chose, c'est assurer la viabilité financière donc de l'entreprise. Comme vous le savez, les entreprises publiques, je ne sais pas ici au Congo, mais pour l'essentiel, nous avons deux types de clients. Nous avons les clients, disons, généraux, qui sont les clients donc individuels, pour lesquels nous passons du post-paiement au pré-paiement, donc avec la mise en place des compteurs prépayés et puis des compteurs communicants qui nous permettent aussi derrière de lutter contre la fraude. Maintenant, le problème crucial, c'est les clients dits sensibles, qui sont l'État, les collectivités locales, les hôpitaux, pour lesquels on ne peut pas les passer au pré-paiement vu les fonctions qu'ils établissent, parce qu'un hôpital qui n'a pas d'électricité, etc. Donc ça, c'est notre challenge, c'est comment arriver en tout cas à recouvrer ces créances. Jusqu'à présent, nous le faisons à travers une convention de dette croisée que nous faisons avec l'État, parce que l'État doit à ses hôpitaux, nous devons à l'État, etc. Mais nous le faisons à travers une convention de dette croisée à la fin de l'année, mais cela obère notre trésorerie quand même. Donc c'est comment travailler. Nous travaillons avec le ministère des Finances et des Budgets pour voir comment améliorer ce mécanisme-là. Et l'une des perspectives, c'est de voir au départ si on ne peut pas mettre le budget qui est spécifique, donc le budget pour l'électricité, qu'on ne le gère pas, mais en tout cas que le ministère puisse gérer ce budget-là pour le compte de ces épaves-là, des établissements publics. Le troisième défi, c'est l'adaptation au changement institutionnel. Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma où, de plus en plus dans les secteurs, en tout cas dans le secteur de l'électricité, nous parlons de la filialisation des entreprises. Donc, Senelec n'y échappe pas. Nous allons perdre le monopole. Aujourd'hui, Senelec a le monopole de la production, de la distribution et du transport de l'énergie. Normalement, en février 2024, ce monopole devra être cassé avec ce qu'on appelle l'accès des tiers au réseau. Donc, nous allons rentrer dans un domaine de compétitivité. Aujourd'hui, il faudrait que le personnel de Senelec soit préparé en tout cas à ce changement-là. Donc, dans ce schéma-là, il y a déjà voir comment, en tout cas, revoir la philosophie des contrats IPP, parce que tout notre schéma avait été bâti sur le monopole. Donc, nous avons signé des contrats d'achat d'électricité sur 25 ans où nous garantissons les revenus de ces IPP avec des paiements fixes. Si nous perdons nos clients qui sont les plus, disons, les clients les plus liquides, parce qu'aujourd'hui c'est les industriels, nous risquons en tout cas de faire face et il faudra, parce qu'au finish ça se retrouve sur l'État. Il faudrait en tout cas éviter une compensation, parce que ça n'est une entreprise régulée. On peut se dire que même si on perd ces clients-là, par le biais de la compensation, Senelec retrouvera son revenu minimum requis. Mais l'idée n'est pas ça, c'est de se mettre dans le domaine de la compétition, voir comment aujourd'hui ce segment de la production qui sera aujourd'hui une filiale, comment le rendre compétitif pour qu'il fonctionne comme une entreprise privée, à même de compétir avec donc les IPP. Donc, pour les adaptations, le quatrième défi, c'est, je pense que toutes les entreprises publiques aussi sont confrontées à cela, c'est la cybersécurité. Nous avons vu ce qui se passe dans le monde.
avec l'intelligence artificielle, nous allons vers des outils comme des compteurs, en tout cas tout le système de digitalisation qui est de plus en plus mis en place, mais nous faisons face donc à ce risque d'être attaqué de l'extérieur avec le hacking. Donc ça aussi, c'est un défi pour lequel nous sommes préparés en mettant en place aujourd'hui un service entièrement dédié donc, à la cybersécurité, en capacitant donc, les hommes pour qu'ils puissent faire face à ce défi-là. Et on a aussi fait le diagnostic. Aujourd'hui, disons, les failles au niveau de notre système ont été diagnostiquées par une entreprise externe avec un plan d'action qui a été donc décliné et que nous essayons de mettre en œuvre. Donc le cinquième, c'est la transition énergétique. Donc c'est comment concilier aujourd'hui les exigences du contexte mondial avec donc tout ce qui est changement climatique, avec la transition énergétique. Comment mener une transition énergétique juste et équitable? Nous avons des découvertes de gaz. Nous voulons les mettre en œuvre. Nous faisons de plus en plus face à des problèmes de financement. Aujourd'hui, peut-être que la philosophie globale a changé avec ce qui s'est passé avec la crise russo-ukrainienne. Peut-être que les partenaires financiers techniques traditionnels ont revu en tout cas leur méthode. Parce qu'à un moment donné, malgré les découvertes de ressources de gaz, il était très difficile de faire financer les projets gaziers. Ça se passe donc aujourd'hui, c'est comment assurer cet équilibre-là donc entre cette transition énergétique où on a plus de renouvelables, mais dans le même temps pouvoir utiliser nos ressources gazières pour pouvoir toujours avoir un coût optimal. Donc, le dernier défi, c'est l'innovation technologique. C'est la diversification de nos ressources, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et surtout, pour Senelec, aujourd'hui, nous voulons créer ce qu'on appelle Senelec Business Service pour développer d'autres services externes, comme l'utilisation de la fibre optique. Aujourd'hui, bon, tout le monde le sait, tout ce qui est secteur de l'énergie, nous utilisons comme câble de garde la fibre optique. Donc c'est comment aujourd'hui, en tout cas, commercialiser cette fibre-là en étant dans le domaine donc, de la diversification, en offrant des services donc, sur la télécom. Donc pour l'essentiel, c'est ça les défis auxquels nous faisons face. Merci, Monsieur le Secrétaire Général de la Sénélec. Monsieur Brice-Sébastien Poitier. Merci beaucoup, Wilfried. Je vais être très court, madame, ne vous inquiétez pas. Je vais parler de quelques défis, de 3 défis. Le premier, c'est plutôt une difficulté, c'est nous, SNPC, nous éprouvons beaucoup de difficultés pour l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Le principal problème, c'est l'inadéquation des prix à la pompe et puis les prix d'approvisionnement en produits pétroliers sur le marché. C'est une difficulté qui est partagée avec l'État. L'État a engagé un certain nombre de réformes et nous y sommes. Progressivement, ce problème est en train d'être résolu. Le deuxième défi, également en cours de résolution, c'est l'endettement. Nous avons trouvé une société nationale très endettée, mais il y a des mesures qui ont été prises, les dettes ont été restructurées, le remboursement se fait normalement, et depuis 2 années, la SNPC s'est remise à verser des dividendes à l'État. Bon, le dernier défi que je peux évoquer, c'est celui du renforcement des capacités. Nous y sommes. Nous avons mis en place un master plan de formation du personnel qui est en cours d'exécution. Mais vous voyez, nous nous ouvrons à des nouveaux métiers. Nous voulons aller vers l'exploration, opérer directement les champs nous-mêmes. Nous explorons de nouveaux secteurs comme l'hydrogène et l'hélium. Voilà, donc la formation du personnel est réellement un défi pour la SNPC.
Merci, monsieur le secrétaire général de la SNPC. Merci beaucoup. Encore une fois, on applaudit pour les panélistes, le modérateur. Merci bien. Est-ce qu'on peut rattraper une seule question peut-être? Sinon, on va... Ah oui. Ah oui. On va prendre une seule question. Merci, messieurs. Je suis André Guillermo Luemba, secrétaire général du chemin de fer Congo-Océan. Ma question s'adresse spécifiquement à M. Yves Castanou. Comment et où avez-vous trouvé les financements nécessaires pour opérer le miracle que vous avez réalisé à Congo Télécom aujourd'hui? Sachant que dans notre pays, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, quand vous vous adressez au siège, le siège vous dit qu'il n'a pas les moyens. Donc, sachant que la question des garanties souveraines est un problème, devient un problème aujourd'hui, quel miracle avez-vous fait? Merci. Je réponds très rapidement. Merci pour votre question. Effectivement, quand on croit au miracle, on déclenche le miracle. Toujours, toujours. Et quand nous sommes arrivés, effectivement, on avait besoin de miracles. Alors, comme les banques n'avaient pas confiance à l'époque au Congo Télécom, le système financier, nous nous sommes tournés vers des crédits fournisseurs. Il y a eu 2 personnes qui sont au Congo, qui travaillent au Congo, qui sont des entrepreneurs au Congo et qui sont venus vers moi, qui m'ont dit tu as une grande responsabilité, tu n'as pas d'argent, mais on va t'aider. Et j'ai dit, mais tu as besoin de quoi? Il dit, j'ai besoin de tout. Donc, ils m'ont donné le minimum dont j'avais besoin pour commencer à respirer un peu et faire tout ce que vous avez vu là. C'est juste avec... donc, ils ont mis à peu près 15 milliards en 2 ans. Et ils l'ont mis sur la base un seul critère, la confiance. Ils m'ont dit, nous te faisons confiance. Vous savez, moi, parce que un jour, je leur avais dit, je ne prendrai pas l'argent si je ne peux pas rembourser de l'argent. Je ne prends pas un crédit que je ne peux pas rembourser. Ils m'ont dit, ah, c'est rare d'avoir un patron qui parle comme ça. J'ai dit, les gars, je vais vivre longtemps. Et puis, qui paye ses dettes s'enrichit. Donc, je dis, si vous me faites confiance, je vais rembourser. Et j'ai tout remboursé en 4 ans. Mais ils ont mis 15 milliards pour acheter les premiers équipements, les accessoires, la fibre, pour refaire parce qu'on ne peut pas travailler dans les conditions dans lesquelles on travaillait, et puis aspirer à être une boîte performante, ce n'est pas possible. Donc, il fallait refaire tout. Tout ce que vous voyez là a été fait avec pratiquement 15 milliards. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Et il m'avait dit, même si tu ne me rembourses pas, tu rembourseras mes enfants. Il dit, oui, mais non, je te rembourserai toi. Et on l'a fait. Donc voilà pourquoi je sais que nous sommes dans un secteur qui est très porteur. Il y a un gros potentiel, mais le potentiel ne veut rien dire. Il faut transformer le potentiel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais vraiment par la grâce de Dieu seulement. Hein. C'est l'homme qui parle. Moi, je crois en la grâce de Dieu. Donc c'est ça. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup. Merci bien. Le temps... Je voulais juste, si vous permettez, dire à mon frère de Sénélec, vous avez parlé de la cybersécurité, c'est tout un métier. Hein. C'est tout un métier. Vous avez parlé de la fibre optique. Vous savez, dans les partenariats que nous sommes en train de mettre en place, nous sommes en train d'envisager même d'aller à l'extérieur. Donc je suis prêt à venir au Sénégal pour vous offrir des services de cybersécurité. Ah oui, non, mais pourquoi? Mais attends. Je crois que les entreprises congolaises, et le ministre qui est présent le sait très bien, et la DGPP est d'accord avec ça, je crois que nous, entreprises congolaises, nous devons aller dans les marchés de la sous-région, devons aller dans les marchés africains, nous aussi, pour contribuer au développement de leur propre pays. Je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être hyper à l'aise. Non, je pense qu'il s'il y a des opportunités, donc monsieur le SG, vous et moi, on parle à la fin. Merci beaucoup. Non, merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Le temps nous contraint de pouvoir mettre un terme à cette 3e session, progrès récents et défis des entreprises publiques.
l'expérience en Afrique et en République du Congo. Merci aux modérateurs, merci aux panélistes. En tout cas, plein succès dans vos travaux. Merci bien. Alors, nous allons marquer... Vous êtes conviés au cocktail déjeunatoire. Il y a 3 buffets. Il y a un buffet à ma droite. C'est celui du ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public. Il y a un autre à ma gauche. Et il y a un 3e buffet tout au fond du couloir. On se retrouve donc au 2e à 14h30 pour la cérémonie protocolaire d'ouverture du 1er forum des entreprises publiques en Afrique centrale. Nous respectons l'heure, s'il vous plaît, à 14h30. Entre 14h30 et 14h45, nous devons être dans la salle, sinon l'accès vous sera interdit. Merci et bon appétit. Merci beaucoup. Prière de laisser les modules de traduction dans la salle. On ne part pas avec. Merci. La cérémonie d'ouverture va se dérouler au 2e niveau, s'il vous plaît, à 14h30. Merci.